Bonjour, voici le corrigé de l'évaluation concernant la logique combinatoire. Alors, on commence tout de suite par la première partie, c'est-à-dire les questions de cours sur les fonctions logiques de base. Donc, trois fonctions logiques de base, la fonction non, euh, qu'on appelle aussi la fonction inverseuse, hein, puisque à une entrée A, on associe un résultat qui s'écrira A bar et qui est donc l'inverse logique de A. Le schéma logique fait appel à un contact spécifique, c'est un contact qui est fermé au repos et que l'on va ouvrir en le manipulant. Je rappelle à ce propos que dans un schéma électrique, quand on manipule un contact, c'est du bas vers le haut. Donc ici, quand le contact est actionné, il ouvre le circuit, ce qui interrompt le passage du courant. La fonction logique est maintenant, donc elle se symbolise de cette façon-là, avec les entrées qui sont toujours à gauche et la sortie qui est toujours à droite. Le schéma électrique va faire appel à deux contacts. Cette fois-ci, ce sont des contacts à ouverture, des contacts à fermeture. Et ces contacts à fermeture sont placés en série. Vous remarquerez que je légende mon schéma afin qu'il soit compréhensible. Enfin, dernière fonction logique, c'était la fonction OU, qui se symbolise avec le symbole supérieur ou égal à 1. Et là encore, on va rencontrer les entrées à gauche et la sortie à droite. En ce qui concerne le schéma électrique, cette fois-ci, les deux contacts sont en dérivation l'un par rapport à l'autre. Alors, une dernière petite remarque sur cet exercice, hein, parce qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs à ce sujet. La fonction non est une fonction logique à une seule entrée, et forcément une seule entrée. Les fonctions et ou sont des fonctions qui comportent au minimum deux entrées. D'ailleurs, dans le deuxième exercice, hein, on retrouvait tous ces symboles. Donc il y avait vraiment rien de compliqué dans cette partie-là. Alors, deuxième exercice, il s'agissait là de donner l'expression logique relative aux différentes lettres qui étaient proposées ici. Je vais les écrire directement sur le schéma. Donc en haut, on avait donc X bar A. En P, on obtient l'expression X bar B. En Q, eh bien, on va avoir la première expression ou la seconde expression. Alors, bien que ce ne soit pas demandé, ici, je vais mettre en facteur X bar. Ce n'était pas indispensable. En tout cas, je ne l'exigeais pas pour le résultat. En R, on a donc A et B. Et donc, au final, eh bien, on aura la première expression, je vais la noter en dessous, X bar A ou B, ou AB. L'exercice s'arrêtait ici. Je vais néanmoins aller un petit peu plus loin parce que ce montage est assez intéressant à, à étudier. Alors en fait, dans ce montage, on a deux entrées logiques qui sont A et B, et puis on a un paramètre qui est X. Et en fait,
ce montage ici fonctionne différemment selon la valeur de x. Euh, alors, premier cas, on va prendre la situation où x est égal à 0. Non, alors attendez, je reprends. On va prendre plutôt le cas où x est égal à 1. Ce sera plus intéressant. Donc quand x est égal à 1, la première partie de l'expression est annulée, hein, puisque si x vaut 1, on a x bar qui vaut 0. 0 est quelque chose, ça fait toujours 0. Ça veut donc dire que dans ce cas-là, quand x vaut 1, l'expression de la sortie, c'est AB. On reconnaît donc, hein, c'était le premier exercice, une fonction e. Deuxième situation, x vaut 0. Alors si x vaut 0, on a x bar qui vaut 1, et donc on va écrire que s vaut a ou b ou ab. Alors cette expression est un petit peu compliquée, mais elle peut se simplifier très facilement. Alors en effet, alors on a plusieurs moyens, hein, pour simplifier cette expression. On pourrait passer par une table de vérité qui permettrait de voir assez facilement que cette expression peut se simplifier. Euh, c'est pas le choix que je vais faire ici. Je vais vous montrer comment la simplifier par une méthode plus algébrique. Alors la solution que je vais employer est la suivante. Donc je vais changer de couleur pour l'indiquer. Cette expression, je peux l'écrire de la façon suivante. Voilà. Donc l'expression en bleu, elle est la même que l'expression en vert, hein. Vous voyez que j'ai ajouté un terme déjà existant. Le terme AB existait déjà. Je l'ai simplement répété une seconde fois, ce qui ne change pas, du point de vue de la logique, l'expression complète. En effet, hein, en logique, quand on écrit l'expression x ou x, et ben ça donne x. Donc je peux répéter un même élément plusieurs fois, ça ne change pas le résultat final. Alors ceci va me permettre d'associer le terme AB avec chacun des termes restants, soit A, soit B. Donc je peux écrire, en prenant le premier et le troisième terme, A facteur de 1 ou B, ou en prenant le deuxième et le quatrième terme, B facteur de 1 ou B. Les expressions dans les parenthèses sont là aussi des éléments connus, et ils valent 1. En effet, quand j'ai un logique ou quelque chose, bah, ça donne toujours un logique. Ce qui veut dire que l'expression finale, c'est ceci. Et on reconnaît la fonction ou. Alors, conclusion concernant ce montage, bah, ce montage a deux comportements différents selon la valeur de x. Quand x vaut 1, ce montage se comporte comme une fonction e, et quand x vaut 0, ce montage se comporte comme une fonction ou. C'est donc en quelque sorte une fonction logique qui est programmable par l'intermédiaire de l'entrée x. Alors je répète, hein, que tout ceci n'était pas demandé dans l'exercice. On passe à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, c'était l'entrée d'un parking. Alors on vous fournissait un cahier des charges, et à la suite de ce cahier des charges, il fallait compléter la table de vérité qui vous était fournie. Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille de faire, hein, c'est d'envisager la table de vérité globalement, c'est-à-dire de traiter non pas ligne par ligne, mais plutôt de traiter en fonction de ce que signifient les différents paramètres du problème. Alors ici, par exemple, il y avait un cas qu'on pouvait traiter en premier.
c'est la situation où le véhicule fait plus de 2 mètres, ce qui correspond aux lignes 5 à 8. Quand le véhicule fait plus de 2 mètres, bah, il ne peut pas entrer dans le parking, ce qui veut dire que le voyant vert sera systématiquement éteint, et donc le voyant rouge sera systématiquement allumé. De la même manière, on peut s'intéresser au capteur G. Le capteur G, qui est donc actif sur toutes les lignes impaires, indique que le parking est plein. Donc là encore, hein, si le parking est plein, eh bien, il n'est pas question d'y faire entrer un véhicule, il va demeurer, la barrière va demeurer fermée. Enfin, il y a une dernière situation qu'on peut tout de suite résoudre finalement, c'est la situation où il ne se passe rien. Et s'il ne se passe rien, eh bien, on va bien évidemment ne pas ouvrir la barrière. Et finalement, bah, il ne reste plus qu'une seule situation où la barrière sera ouverte, où on va piloter l'ouverture de la barrière, c'est quand un véhicule se présente, qu'il fait moins de 2 mètres et que le parking n'est pas plein. Donc ce qui donnait uniquement cette ligne-là. Donc ce qui veut dire que l'équation du voyant vert, elle est obtenue pour la ligne 3 de la table de vérité, et on va écrire que V est égal à H bar et P et G bar. Voilà, c'est tout. Alors, une dernière chose, hein, c'était pas dit dans le sujet, c'était volontaire. Hein. En fait, on se rend compte que il y a toujours un phare, un des feux, soit le vert, soit le rouge, qui est allumé, ce qui est finalement assez logique si on réfléchit au fonctionnement d'une barrière de parking. Alors, dernier petit point de cet exercice, c'était donc le logigramme correspondant. Alors, ce qu'on peut faire pour que ce soit le plus lisible possible, c'est utiliser un trait vertical pour matérialiser chaque variable, H, P et G. Et puis, on va simplement exploiter les éléments de l'équation logique pour représenter le logigramme. Donc, je vais avoir besoin d'une fonction non pour H, une fonction non pour G, et puis on va devoir utiliser une ou deux fonctions et pour compléter le schéma. Alors je vais faire le choix de la simplicité, c'est-à-dire utiliser une seule fonction logique et à 3 entrées pour compléter le schéma ici. Et ça, c'est le voyant vert. Et c'est tout ce qui était demandé. Hein. Alors, on va essayer d'améliorer la lisibilité. On peut mettre des points ici pour bien matérialiser où se font les dérivations. Et c'est tout. Je fais remarquer encore une fois que sur le logigramme, toutes les entrées sont à gauche des portes logiques. Toutes les sorties sont à droite. On passe à l'exercice suivant, le vote au conseil d'administration. Alors, on avait donc 4 actionnaires hein, qui se partageaient des droits de vote avec des nombres de voix différents selon les individus. Et on commençait par expliquer que les décisions étaient prises à la majorité des voix, c'est-à-dire la moitié du total plus 1. Euh, alors, et la première question, hein, il fallait calculer le nombre de voix nécessaires pour qu'une décision soit prise. Donc ce nombre de voix, il s'obtenait très facilement. Hein. On avait donc un total de voix qui était de 60 plus 100 plus 160 plus 180 voix. Donc ça, c'est le total. La moitié du total, ben, on va diviser par 2. Et puis, on va ajouter 1 pour avoir
une voix de majorité, ce qui donne 251 voix pour adopter une, une décision. Donc, il faudra retenir dans la suite de l'exercice 251 voix. C'est une question qui n'a pas posé pas de problème réel. Alors, dans la suite du tableau, ce qu'on va devoir faire, finalement, c'est de déterminer à chaque fois le nombre de voix relatif à chaque ligne. Et puis ensuite, on va en déduire tout simplement si le vote est adopté ou pas. Donc, il faut compléter, hein. Donc ici, on va avoir 0 voix. Ici, on va en avoir 180. Ici, 160. 240. Puis 100. 280. 260. Ici, ça va faire 440. Ici, 60. Ici, 240. Ici, 220. Ici, 300. Ici, 160. Ensuite, 340. 320. Et enfin, 500. Donc maintenant qu'on a complété la colonne voix, il suffit simplement de regarder quand est-ce que ce nombre de voix est supérieur à 251, supérieur ou égal à 251, ce qui permet de valider un vote. Donc ici, hein, on va simplement compléter les lignes en fonction du nombre de voix. Alors, je m'aperçois qu'il doit y avoir... oui, il y a une petite erreur. Ici, c'est pas 240, c'est 340. Ce qui veut donc dire que là, c'est 1. Et je pense que j'ai fait la même erreur ici. Voilà, ici, c'est pas 300, c'est 360. Non, c'est 400. Voilà. Donc on continue, 0, 0, 1 et 1. Voilà. Donc voilà le tableau hein, qui donne le résultat des votes selon la ligne où on se situe. Alors la question suivante était que pouvez-vous dire du rôle de l'actionnaire A? Alors pour déterminer le rôle de l'actionnaire A, hein, ce qu'on pouvait faire assez facilement, tout le monde n'a pas procédé de cette façon-là, visiblement, hein, on pouvait tout simplement comparer les 8 premières lignes du tableau avec les 8 lignes suivantes. Puisque dans le premier cas, l'actionnaire A a voté contre la proposition, et dans la deuxième partie du tableau, l'actionnaire A voté pour la proposition. On remarque que les deux parties du tableau sont exactement les mêmes. Donc la conclusion est la suivante, hein, c'est que finalement, l'actionnaire A ne joue aucun rôle dans la prise de décision. Certains d'entre vous ont dit que l'actionnaire A avait un rôle mineur, mais non, ce n'est pas un rôle mineur. L'actionnaire A n'a aucun rôle, puisque son vote, qu'il soit 0 ou 1, ne change pas l'issue du résultat final. Donc l'actionnaire A ne sert à rien. Et c'est un petit peu comme si le tableau n'avait pas de colonne A, finalement, et ne représentait hein, que les 8 premières lignes. On pourrait très bien, pour la suite de l'exercice, se contenter de la moitié du tableau, en enlevant la colonne A. Hein, donc très concrètement, pour la suite de l'exercice, on pourrait très bien se limiter à la partie que je vais encadrer.
Voilà, puisque la partie que j'encadre actuellement, eh bien, elle résume le fonctionnement de l'ensemble. Donc, on pourrait très bien se limiter à ça. Alors, la question suivante, elle demandait d'expliquer l'équation finale du fonctionnement, que je vais répéter à côté ici, hein. Donc, on donnait comme expression finale R égale BC ou CD ou BD. Et on demandait d'expliquer cette relation. Alors, certains d'entre vous se sont lancés dans des explications pas très convaincantes, parce que n'exploitant pas la table de vérité, et il fallait exploiter la table de vérité. Euh, et puis d'autres ont voulu se lancer dans des écritures logiques. C'était pas la bonne méthode, hein, c'était une méthode inutilement complexe ici parce qu'il y avait beaucoup de lignes à utiliser. Et si on voulait se lancer dans de l'écriture logique, il fallait absolument réduire l'expression. Alors je le ferai peut-être à l'occasion, hein, on verra peut-être ça à l'occasion, mais ici je ne vais pas le traiter, je vais pas m'embêter avec ce type de méthode. Alors ici, voilà ce qu'on pouvait finalement, comment on pouvait expliquer ceci. L'expression R, ici, qui est donnée, elle correspond, en termes de table de vérité, à la ligne 4, à la ligne 6, à la ligne 7 et à la ligne 8. Alors, je pourrais prolonger avec l'autre partie du tableau, mais ça ne change rien. Donc je vais me contenter de la première moitié du tableau. Donc ça, c'est l'expression R qui est donnée. Cette expression R, elle est formée d'une somme de trois termes. Le premier terme, c'est BC. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est dans quelle ligne de la table de vérité on va retrouver l'expression BC. L'expression BC, on la retrouve ici et là. Donc ça veut dire que finalement, l'expression BC, elle correspond aux lignes 7 et 8 du tableau. Alors, elle correspond également, hein, aux lignes 15 et 16 du tableau, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'occuper de la deuxième moitié du tableau, puisqu'on a justifié, hein, que le tableau pouvait se résumer aux 8 premières lignes. Deuxième morceau de l'expression, c'est CD. Alors CD, je le trouve sur cette ligne-là de la table de vérité et celle-ci. Donc la ligne 4 et la ligne 8. Donc finalement, on voit déjà, hein, que on reconstitue dans les termes de l'expression logique différentes lignes de la table de vérité. Enfin, pour terminer, BD. BD, je vais le trouver sur cette ligne-là et sur celle-ci, c'est-à-dire la ligne 6 et la ligne 8. Et donc on voit bien maintenant, hein, que finalement les trois termes de l'expression correspondent bien aux lignes 4, 6, 7 et 8, et c'est ce dont on avait besoin pour caractériser finalement l'expression logique. Voilà. Donc voilà comment on pouvait faire pour justifier, hein, j'en demandais pas plus, hein, mais vous voyez qu'on a bien finalement correspondance entre les termes de l'équation logique et les lignes du tableau, et c'est ça qu'on attendait de vous. Alors, il y avait un moyen plus mathématique, en quelque sorte, hein, plus algébrique, d'arriver au résultat, qui consistait à reprendre les expressions logiques des termes qu'on avait ici, et à manipuler ces termes logiques. Alors, on peut essayer de le faire, hein, bien évidemment. Alors, je vais me mettre sur la page suivante. Donc, je vais commencer par écrire
l'expression correspondant aux différentes lignes du tableau. Alors, comme j'ai pas les deux pages sous les yeux, je vais être obligé peut-être de faire des allers-retours entre les deux pages. Donc la ligne 4, c'est B bar, c'est D. La ligne 6, B, C bar, D. La ligne 7, B, C, D bar. Et la ligne 8, B, C, D. Alors, pour les mêmes raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, hein, je n'utilise que la première moitié du tableau, puisque on a vu que la seconde moitié du tableau n'était pas utile pour la suite. D'ailleurs, au passage, hein, si on intégrait la deuxième partie du tableau, ben, on éliminerait en fait très vite la variable A. Alors, en fait, pour simplifier cette expression, on va exactement procéder comme on a fait, comme je vous ai montré pour l'exercice, le premier exercice de la feuille. En effet, on peut constater assez facilement que le quatrième terme peut se combiner avec les trois autres termes. Alors, quand on est dans ce genre de situation, c'est-à-dire qu'on a un terme que l'on veut combiner plusieurs fois, eh bien, c'est très simple, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le répéter. Donc, je vais écrire la même expression ici. Mais je vais répéter 3 fois le dernier terme, puisque je vais avoir besoin de le combiner avec les trois autres termes. Donc maintenant, je vais combiner le premier terme. Alors, je vais changer de couleur pour que ce soit clair, pour qu'on voit bien les différents éléments qui vont apparaître, hein. Donc, je vais combiner le premier terme avec le quatrième. Donc, je peux mettre CD en facteur. Donc, ça va me donner CD en facteur de B ou B bar. Et on peut vérifier hein, que B ou B bar donne 1, donc va disparaître. Maintenant, je vais combiner le deuxième terme avec le cinquième. Et cette fois-ci, je vais mettre en facteur BD. Je mets donc BD en facteur de C ou C bar. Et enfin, pour terminer, je prends le troisième et le sixième terme. Cette fois-ci, c'est BC que je mets en facteur. BC en facteur de D ou D bar. Alors, comme je l'ai signalé à l'instant, tout ce qui est dans les parenthèses va disparaître, hein, puisque tout ce qui est dans une parenthèse, ça vaut 1. Et quand je prends une expression et 1, eh bien, ça disparaît. Alors, si on veut être totalement complet, hein, je vais l'écrire. On va donc écrire qu'ici, on a CD et 1, ou BD et 1, ou BC et 1. Ce qui donne donc CD ou BD ou BC. Et on retrouve bien l'expression qui était demandée. Alors vous remarquerez hein, que bien qu'il n'y ait pas de difficulté ici, hein, la première méthode finalement permet d'obtenir un résultat similaire avec une explication qui ne fait pas appel à de l'algèbre binaire. Dernière question pour terminer, c'est le logigramme. Alors là encore, je vais le représenter en faisant appel à des colonnes pour chacune des variables, B, C et D. On associe donc les variables 2 par 2. BC pour le premier terme, CD pour le suivant, et BD
pour le dernier. Donc j'ai mes 3 termes ici et j'ai plus qu'à utiliser une fonction OU à 3 entrées. Et j'obtiens le résultat ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.